Bonjour et bienvenue sur Un petit bout de campagne, le podcast qui te met au vert. Si toi aussi tu as déjà eu envie de tout quitter pour aller élever des chèvres, si toute occasion est bonne pour partir te ressourcer en pleine nature, ou simplement si tu apprécies de regarder les saisons transformer l'unique arbre que tu aperçois de ta fenêtre, ce podcast est fait pour toi. Je suis Ophélie et je t'emmène à la découverte de ceux qui ont sauté le pas et choisi de créer leur petit bout de campagne. Allez, c'est parti! Bonjour, pour ce nouvel épisode de podcast, j'accueille aujourd'hui Pierre qui est à l'origine d'un projet de jardin partagé au cœur du quartier Rotterdam à Strasbourg et il va nous raconter comment ça s'est mis en place, tout ça. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Oui, bonjour Ophélie. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Pierre. Je suis un papa un papa heureux de 2 enfants et avec une compagne merveilleuse. J'espère qu'elle écoutera le podcast. Et voilà, dans notre famille, on aime bien prendre un peu de nature, aller se promener, faire des choses, mais malheureusement, on a assez peu de temps au quotidien. Et donc, il nous est important de voir de la nature à côté de chez nous. Ça, c'est vraiment super sympa. Mais on a un boulot qui se fait beaucoup en ville. Et donc, on est un petit peu coincé. Alors, on a eu une idée, c'est d'aller ramener la nature au cœur du quartier. C'est-à-dire, alors ça c'est plutôt une idée chouette, mais c'est pas évident parce que tu habites quand même à Strasbourg, c'est une grande ville. Donc comment on s'y prend pour ramener de la nature dans le quartier ? Alors, on a commencé d'abord par ramener de la nature de manière très, très basique. C'est-à-dire, on a d'abord commencé à composter. On faisait du compostage collectif, c'est-à-dire qu'on ramenait nos épluchures, nos déchets verts, etc. Et on avait un groupe d'habitants qui s'était organisé pour faire du compost de quartier. Et à partir de là, on avait donc le terreau, on avait le début de la nature était là, comme si on refaisait un peu le monde depuis le début, puisqu'on a commencé par finalement des déchets verts qui se sont organisés. Et puis là, en discutant entre nous, on s'est dit, mais tiens, il y a un bout du quartier qui est une friche, qui était une espèce d'endroit où il y avait des grosses pierres, des chiens qui faisaient leurs besoins, etc. Et on s'est dit, mais pourquoi cet endroit-là, on n'en ferait pas un petit jardin où on pourrait mettre ce nouveau compost, cet aliment naturel de la nature. Et en parlant de compost, comment déjà à la base ça s'est passé? Parce que du compost, je suppose que vous descendiez pas avec vos seaux en bas du quartier comme ça. Il y avait déjà quelque chose pour le recevoir. C'était la ville qui l'avait mis en place ou c'était déjà vous qui aviez fait une démarche? Alors, non, c'était plutôt nous qui avons envie de faire, d'éviter de tout jeter à la poubelle. Comme ça en vrac. Et puis l'idée du compost, c'est parce que voilà, comme on aime la nature, on aime bien les choses qui s'y réfèrent, et puis on a une petite tendance écologique dans notre comportement, et donc on avait envie de composter. Et il y avait une association de compostage dans le quartier, un peu plus loin. D'accord. Et on est rentré dans cette station de compostage pour discuter, etc. Et on s'est rendu compte qu'on était nombreux à venir se renseigner et à venir du même pâté de maison. Et comme les enfants aussi avaient le même âge, jouaient dans le quartier ensemble, on a discuté avec ses parents de ses enfants, de ses copains d'enfants. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire un compost aussi dans notre pâté de maison, enfin autour du pâté de maison. Avec une double valeur, c'est-à-dire une valeur d'une part écologique pour nous, pour faire notre compost et pour éviter de brûler ces matières nobles, Ouais. puisque ça va faire quelque chose de positif. Et puis aussi, l'idée, on est dans un pâté de maison où il y a des habitations, où il y a des propriétaires, et puis il y a tout autour des habitations à loyer modéré. Et on voulait créer une dynamique pour mieux se connaître entre, finalement, de part et d'autre de la rue. Voilà, comme si la rue nous séparait sociologiquement. Et donc, on a envie de connaître ceux qui habitaient en face et voilà, que nos enfants croisaient leurs enfants à l'école, mais nous, on ne croisait pas les parents. Et donc, le compost, c'est aussi l'idée de créer quelque chose entre les deux parties de la rue et en plus sur une dynamique positive. D'accord. Donc c'était déjà quelque chose pour créer du lien et du rassemblement autour d'un projet commun. Oui, oui, c'était tout à fait ça. Et le jardin est d'ailleurs né de cela.
C'est-à-dire qu'on croisait les gens, voilà, c'était sympathique, mais bon, on les croisait pendant environ 1 heure, puisque le compost, ça marche par permanence, simplement pour éviter que ne soit versé dans ces bacs tout et n'importe quoi. Ils sont fermés et ils sont ouverts 1 fois par semaine, et c'est là que tout le monde se croise. Alors, je ne parle pas de la période de confinement Covid, bien entendu, mais avant cela. Et donc, comme on se croisait tous, mais sur une petite durée qui avait tendance à rester un peu plus, on parlait, c'était ouvert de 10h30 à 11h30, puis on parlait jusqu'à midi et demi, et on s'est dit ce serait bien quand même d'avoir un espace convivial où on puisse continuer à se rencontrer, mais aussi où on puisse utiliser notre compost et puis créer de la verdure. L'idée, c'était de vraiment créer de la nature à partir de presque rien. D'accord. Donc vous êtes rassemblés et ensemble, vous avez eu envie de créer quelque chose à partir de rien. Donc ça, c'est plutôt chouette et finalement, voilà, l'effet de groupe vous a amené donc à cette idée de jardin sur cet espace en friche. Alors, on va dire c'est un peu plus complexe parce qu'on a un petit parc entre les immeubles. Et donc, on avait déjà un tout petit peu de verdure, mais on avait envie de fleurs, de choses comme ça, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le parc, qui était un parc public. Et donc, on était un peu comme ça dans une mouvance où on essayait de trouver des astuces. On se disait qu'on pouvait faire ça autour de compost, etc. Et puis finalement, c'est par une discussion tout à fait hasardeuse avec une de mes voisines qui me disait qu'elle connaissait l'adjointe au maire en charge de la nature à Strasbourg et que la ville était assez friande de créer des endroits de jardins urbains. Et c'est là que j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai appelé cette adjointe au maire et que je lui ai parlé d'un projet avec un endroit dans le quartier qui était cette friche où finalement on voit bien que c'était le quartier ne s'était pas terminé. C'est-à-dire qu'il y avait 17 immeubles construits et puis il y avait un 18e qui n'a jamais été construit et on n'avait plus que les scories des déchets des autres immeubles dedans. Et c'était une espèce de no man's land où les enfants adoraient jouer parce que ça faisait un peu bric-à-brac, etc., où les chiens adoraient faire leurs besoins. Donc, les enfants revenaient souvent avec des petits cadeaux à la maison. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée d'utiliser cet endroit. Et par chance, cette friche était ça dépendait de la mairie. C'était un terrain municipal. D'accord. Et donc, finalement, ça existait autour de nous, c'était là. La mairie ne savait pas quoi en faire. Nous, on ne savait pas où faire ce qu'on avait envie. Et puis, voilà, les idées se sont rejointes à ce moment-là. Et la mairie nous a suivis très rapidement. Ça, c'était vraiment l'effet positif. Et ça, on peut dire que Strasbourg, pour ça, c'est une ville assez dynamique au niveau nature. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais, donc en fait, vous êtes arrivé au bon endroit, au bon moment, avec un projet qui allait rendre service à la ville de Strasbourg et rendre service à la communauté finalement. Exactement. Mais c'est ce qu'on s'est rendu compte après. Parce que sur le coup, on ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Moi, j'avoue que j'avais jamais été vraiment en contact avec une mairie un peu importante comme ça, et je m'imaginais des choses très complexes. Et finalement, ça s'est passé, mais tout simplement. Et le petit collectif qu'on était de compostage, très rapidement s'est mis à investir ce jardin qui a été, là aussi, on peut dire, par chance, entièrement remanié par la mairie, puisque tous les scories, les grosses pierres, etc., ont été débarrassés par les agents municipaux. D'accord, donc le terrain a été bien préparé par la ville. Finalement, ils vous ont donné un sacré coup de main pour votre projet. Et du coup, le collectif, vous avez dû vous monter en association ou c'est vraiment juste un groupement simple de personnes, de voisins comme ça? Alors, au départ, c'était vraiment juste un petit assemblage de voisins, de personnes qui se connaissaient, qui se côtoyaient, qui discutaient un petit peu de la nature, de l'importance d'avoir on va dire de débétonner
un peu notre environnement. Et puis, le compost se faisait sous l'égide d'une association de compostage qui, par chance, dans ses statuts, avait déjà inclus l'idée de jardin partagé. Donc, finalement, c'est l'association qui a été l'interlocuteur de la mairie. Nous, on était un collectif plutôt assez anarchique, c'est-à-dire l'idée, c'est que tout le monde participe à ses possibilités et que tout le monde récolte selon le moment où on est là. C'était pas tellement l'idée de... et puis surtout, c'était d'apprendre à cultiver. L'idée aussi du jardin, c'était d'être un tremplin pour que ceux qui avaient envie d'apprendre à faire un jardin puissent le faire pour ensuite éventuellement voler leurs propres ailes. Oui, parce que j'imagine qu'on n'est pas jardinier du jour au lendemain, donc il fallait peut-être quelques personnes dans ce collectif qui s'y connaissaient un peu pour pouvoir lancer la chose, parce que même si le terrain nous est préparé par la mairie, moi toute seule, je suis pas sûre de pouvoir lancer un jardin, j'y connais rien. Donc comment vous avez fait? Vous aviez des connaissances à la base? Alors, il y avait quelques personnes qui avaient des connaissances, qui avaient déjà des jardins familiaux, mais qui étaient plus intéressés par l'histoire du collectif et de se partager des moments ensemble. Et donc, il y avait déjà des connaissances dans le jardinage. Et puis après, il y avait la majeure partie, non, on était complètement naïfs en jardinage. On avait bien vu nos parents jardiner à un moment donné. On avait bien essayé un peu de faire quelque chose sur nos balcons, mais on était complètement naïfs. On ne se rendait pas compte du tout de ce que ça représentait. Et du coup, comment ça s'est lancé? Alors, qui a fait quoi? Une fois que le terrain était prêt, vous avez défini des rôles et vous êtes descendus tous avec vos pelles, vos pioches, l'achat du matériel, des graines, des plantes. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment ça s'est lancé après? Donc effectivement, quand on a commencé le jardin, une fois que la mairie nous avait préparé le terrain, ça a été une grande incertitude. Ça a été un petit moment de flottement parce que c'est arrivé très vite. C'est-à-dire que nous, on a fait la demande du jardin, ça devait être au mois de septembre, et au mois de novembre, le jardin était là, avec une nouvelle terre ramenée fraîchement, une espèce de terre mélangée, mais déjà pas mal, dans laquelle on a mis notre compost rapidement. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Surtout que c'est novembre, c'est l'hiver, et c'est là qu'on a fait notre première grande découverte. Et la première grande découverte, ça a été de savoir que le moment, on va dire, le moment de la culture, c'est pas comme on pense toujours le printemps, au moment où tout sort de terre, c'est justement en hiver. D'accord. C'est au mois de novembre qu'on fait son jardin. Et ça, c'était vraiment une grande découverte pour nous, parce que on pensait qu'on allait rester en friche comme ça pendant tout l'hiver. Et c'est là que les premiers qui jardinaient déjà nous ont dit non, on va préparer le jardin. Donc on a préparé, on avait plusieurs dynamiques autour du jardin. Il y a ceux qui voulaient faire un jardin pour faire du muscle, c'est-à-dire il faut bêcher, il faut y aller, etc. Et puis en même temps, ça fait de la muscu, c'est super. Et puis il y avait ceux qui disaient non, on va faire plutôt de la culture plutôt bien respectueuse de la terre, etc. Donc, il ne faut pas la retourner. On va faire de la culture en biodynamie, des choses comme ça. Et tout l'intérêt, du coup, ça a été le fait de mettre ensemble ce collectif, de confronter les différentes idées et de déterminer ensemble quelque chose. Et l'intérêt principal pour moi, ça a été de voir ce collectif se créer et se créer de manière, je dirais vraiment, et j'insiste là-dessus, c'était un peu le foutoir, pour rester sobre. Voilà, il y avait pas mal d'idées, etc. Et il fallait réussir à colliger toutes ces idées sans prendre la main, sans devenir autocratique, sans qu'il y ait un chef. Je voulais surtout qu'il n'y ait pas de chef. Alors bien sûr, j'ai été promu chef tout de suite, puisque comme je ne voyais pas de chef, c'était plus sympa pour moi d'être promu chef. Et je n'arrêtais pas d'organiser pour que les gens puissent prendre les décisions et puissent avoir leur propre partie de responsabilité, mais aussi du coup de promotion de leurs propres idées. Voilà. Donc,
Euh, et j'aimais bien cette idée que la nature s'était construite de manière anarchique. La nature, c'est pas organisé tout de suite. C'est vrai. Les arbres sont pas venus pour faire de l'ombre en dessous. C'est petit à petit, il y a des choses qui sont organisées. Les plantes ont mis en place des stratégies de défense par rapport au soleil, par rapport à tout ça. Et je trouvais que notre collectif, eh bien, il a vraiment suivi cette idée de recréation. Vraiment, c'était la naissance de notre jardin d'Éden. Mais d'ailleurs, du coup, avec cette anarchie, euh, le collectif, il ressemble à quoi, la tranche d'âge? C'est des âges mélangés, c'est des gens de différents niveaux sociaux, etc. Ou c'est un peu tous le même, voilà, les mêmes personnes avec la même famille, voilà. Alors, le collectif initial, c'était un petit noyau soudé plutôt de quarantenaires, trentenaires, quarantenaires, avec des enfants qui se côtoyaient à l'école, et c'est ça qui avait créé l'alchimie Ouais. au départ, mais toujours dans l'idée de on veut produire quelque chose pour le quartier, on veut faire quelque chose pour se rencontrer, pour rencontrer les autres. Et on veut la nature aussi, on veut des espaces verts, on veut pouvoir toucher la terre aussi, et pas juste observer. Parce que il faut savoir que ce terrain avait été déjà un petit peu envisagé comme une espèce de parc d'agrément pour les personnes plus âgées du quartier qui auraient pu bénéficier d'une belle vue sur des belles fleurs, mais qu'il n'y ait pas trop de bruit, pas trop d'enfants dedans, etc. Et puis, nous, on est venu avec cette idée de jardin, et le jardin dans l'idée de participer, de fabriquer quelque chose, que tout le monde puisse s'amuser dedans, depuis les petits-enfants jusqu'aux personnes âgées qui seraient là pour avoir l'agrément des belles fleurs et voir les enfants s'ébattre. Et donc, au départ, le collectif s'était très soudé sur cette famille-là, et très rapidement, il a absorbé toutes les autres idées, et on est arrivé depuis des jeunes adolescents qui ne savaient pas quoi faire et qui avaient envie de jardiner, de bêcher, de faire des choses, jusqu'aux personnes les plus âgées qui, effectivement, ont trouvé là un endroit de repos, sachant qu'ils ne venaient pas forcément aux mêmes horaires dans le jardin. Ils ne se côtoyaient pas forcément au même moment, mais le jardin, c'était le point central de réunion de toutes ces personnes. Et puis là-dessus, il y avait aussi pas mal de jeunes retraités, de personnes qui avaient un peu plus de temps pour voilà, des enseignants qui pouvaient venir un peu plus le week-end, etc. Et voilà. Donc, le collectif, c'était plutôt un noyau dur avec autour toute une ribambelle d'âges différents, de fonctions différentes. Voilà. Voilà, c'était quand même multigénérationnel et aussi multiculturel. Donc, au sein d'un quartier, c'est exactement ce qu'on recherche et ce qu'on souhaite, rencontrer ses voisins les uns les autres. Et donc, grâce à ce jardin, c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc, c'est une belle initiative. Mmh. Alors, ça a été très rapidement quelque chose qui nous a presque dépassé, alors, à plusieurs titres. D'abord sur l'effet, on va dire, de mouvement sociologique, puisqu'il y a eu plein de gens qui sont arrivés dans ce jardin, et à un moment donné, on s'est dit, mais s'il y a tant de jardiniers, est-ce que tout le monde va pouvoir faire quelque chose dans le jardin ? Et donc, on a commencé à vouloir limiter presque le nombre de places, le nombre d'adhérents au jardin. Et là, on avait une dynamique très... on avait des conflits assez importants entre ceux qui disaient mais il faut avoir moins de jardiniers mais faire correctement le jardin, et ceux qui disaient mais non, il faut qu'on soit très nombreux, quitte à pas faire beaucoup de jardins mais qu'on se réunisse tous. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment une dynamique forte à essayer de gérer ça. Et puis, on s'est laissé dépasser aussi par la nature. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte, mais la nature, elle a très rapidement repris ses droits. C'est-à-dire qu'en novembre, on a préparé le jardin. On a mis des feuillages pour protéger la terre, pour pas qu'elle s'assèche pendant l'hiver. On a planté des petites choses, on a fait des petits trucs comme ça. Et puis, au mois de février-mars, la nature est arrivée, mais par une explosion de nature. C'est-à-dire qu'on a couru après ce qu'on appelle les adventices, ou les herbes indésirables, ce qu'on appelait avant la mauvaise herbe, qui est très importante pour la nature, mais qui nous gêne dans nos plantations à nous, humains. Et on s'est fait complètement dépasser. Et à la fin,
on n'était même pas assez nombreux pour pouvoir nettoyer un petit peu, enlever ces adventices pour pas qu'elles prolifèrent partout et qu'elles gênent nos cultures. Et du coup, c'était organisé comment? Parce que c'était un jardin qui était clos, il y avait une barrière, quelqu'un avait la clé, c'était avec des horaires, parce que tu disais que chacun venait avec des horaires différents, que les générations se croisaient, mais n'étaient pas forcément rassemblées au même instant. C'est-à-dire qu'il y avait un planning, un roulement, il y avait quelque chose comme ça? Disons qu'il y avait plutôt une organisation très, très libre. Chacun vient quand il veut. Il fait, entre guillemets, ce qu'il veut, avec quelques règles simples, c'est-à-dire ne pas défaire ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. En tout cas, demander à ce qu'on peut faire de manière un peu collective. Et puis, par contre, il y avait quelques petites obligations, comme par exemple l'été, arroser régulièrement. Oui. Mais aussi ne pas trop arroser. Hein, on a eu quelques mauvaises expériences avec les tomates qu'on arrosait trop et qui commençaient à noircir, hein, ce qu'on appelle les tomates au cubrain. Et le problème, c'est que ça donne un peu moins envie d'être mangé. Hein. Voilà. Et puis, donc, on s'est organisé, mais vraiment, ça a été fait de manière très informelle, par glissement, par petites choses. Alors, bien entendu, il y avait des forts caractères dans l'équipe. Donc, il y a des gens qui ont essayé de déterminer plus leur façon de voir les choses plutôt que la façon des autres. Et tout le travail de coordination, et qui était super intéressant, même si moi, je voulais pas être chef, j'étais quand même coordinateur, c'était de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et peut-être à freiner quelques ardeurs. Donc, il y avait des permanences. Effectivement, il fallait un minimum d'organisation. L'anarchie, c'est pas la non-organisation. Ouais. C'est l'organisation qui convient à tout le monde parce qu'on en a discuté et qu'on a mis des choses assez souples pour qu'on puisse s'organiser dedans soi-même. Okay. Et donc, il y avait des permanences pour l'arrosage, aussi pour éviter que l'arrosage soit fait n'importe quand. C'est-à-dire, arroser un jardin en plein cagnard, c'est pas bon parce que les gouttes d'eau vont faire effet loupe et vont brûler les feuilles. Si les feuilles sont brûlées, il n'y a pas de chlorophylle suffisante pour nourrir la plante et puis il n'y aura jamais de fruits. Ouais. Donc, tout ça, c'était des choses qu'il fallait savoir, qu'on nous a appris comme ça, par-ci, par-là. Et puis, donc, il fallait organiser un peu les choses. Mais sinon, c'était chacun venait et fait ce qu'il pensait pouvoir faire de bien dans ce jardin. D'accord. Donc, il n'y avait pas de règles établies, il n'y avait pas un tableau écrit quelque part où telle personne vient tel jour. C'était vraiment… chaque personne participait avec le temps qu'il avait, son envie sur l'instant, ce qu'il avait envie de faire, etc. Il n'y avait rien d'imposé, à part quelques règles de jardinage normal, je veux dire, que chacun a appris avec le fil du temps. Donc, ça a été aussi une éducation à la nature pour certains. Oui, tout à fait. Et donc, du passage de savoir. Oui. Ça, c'était la troisième dynamique. La troisième dynamique dans le jardin, c'était le partage de savoir. Et donc, dans cette idée que ceux qui ne savaient pas cultiver pourraient apprendre là la base du jardinage pour ensuite pouvoir faire leur propre jardin. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est justement d'avoir pu permettre à des personnes qui n'étaient pas du tout, on va dire, à l'aise avec le jardinage, la terre, etc., ouais. De demander des jardins familiaux qu'ils ont obtenus maintenant. Et je dirais que dans le collectif de départ, où il reste à peu près peut-être 10-15% du collectif de départ dans le jardin actuellement. D'accord. Et la moitié de ceux qui sont partis parce qu'ils ont eux-mêmes eu des jardins familiaux qu'ils font avec leur famille ou avec des amis. Il y a aussi eu des petites tensions par moment, parce que c'est une organisation, quand elle est floue comme ça, il y en a certains à qui ça ne convient pas du tout, qui ont besoin de règles très strictes, d'être rassurés, de ne pas avoir à prendre de responsabilité. La responsabilité, ça fait souvent peur. Donc, il y en a certains qui disaient « mais moi, je veux pas être responsable de quoi que ce soit, même pas de ce que je fais ». Bon, à ce moment-là, eux, ils ont appris à jardiner avec les autres. Et puis, ils se sont mis à 2-3 et puis ils ont fait leur propre jardin. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce qu'ils ont pris leur responsabilité d'entretenir un jardin familial.
qui n'est pas forcément évident. Il y a des contraintes au niveau des jardins familiaux. Et donc ça, c'était très intéressant parce qu'on a fait évoluer des personnes dans leur pratique de jardinage, mais aussi peut-être dans leur propre vie sociale, émotionnelle, etc. Donc c'est un jardin pas que de plantes. Et oui, c'est chouette ça, parce que c'est vrai que des personnes qui n'osent pas, qui ne préfèrent ne pas faire plutôt que de mal faire, et qui prennent pas de responsabilité, etc., qui finalement prennent confiance en eux en apprenant et qui se disent, qui décident d'aller le faire pour eux, par eux-mêmes. Après, ça enlève aussi de la responsabilité, parce que si on fait son jardin pour soi-même, si tout grille, c'est son jardin qu'on a grillé, c'est pas celui des autres. Donc il y a un peu moins de culpabilité, donc on ose peut-être un peu plus, mais du coup oui, ça a vraiment fait évoluer certaines personnes, et c'est chouette de voir que partir d'un collectif qui se retrouve pendant 1 heure le samedi face à un bac de compost, et finir quelques temps après avec chacun leur jardin qui partagent, etc. C'est plutôt une belle avancée pour des gens qui habitent en ville, en appartement. Voilà, quand on est au 4e étage d'un immeuble, on s'imagine pas dans quelques temps avoir son jardin familial, aller manger ses courgettes, ses propres tomates. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça doit vraiment être super satisfaisant. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment très gratifiant. D'une part, parce qu'on voyait les choses pousser dans le jardin. C'était des choses qu'on avait mis en place et qui ont grandi, etc. C'était gratifiant aussi de voir l'engouement qu'il y a eu autour de ce jardin. Les gens du quartier qui se promènent, qui viennent poser des questions, qui ont envie de participer au jardin, qui finalement viendront peut-être pas, mais ça a créé une dynamique de groupe, on va dire pas de groupe, une dynamique de connaissance des uns des autres. Je pense que ça peut même amener un peu de stabilité dans un quartier, parce que il y a le respect aussi de ce qui est en train de naître. Et donc, on n'a pas eu de dégradation, par exemple. Dans ce cadre de respect-là, on a eu quelques vols de légumes. C'est terrible. Oui. Alors c'était pas forcément évident, parce que il y en a certains qui sont investis dans le jardin, qui sont investis pour que la courge elle soit bien grande, etc. Le fait qu'elle disparaisse, c'était difficile pour eux. Mais en même temps, je me suis dit que voilà, on va dire qui vole une courge finira jardinier. Peut-être, ou peut-être végétarien. Oui. Alors oui, là, tu soulèves un point important qui était le fait de qu'est-ce qu'on met dans ce jardin. Et oui, qu'est-ce qu'on Donc, mange dans un jardin? il y avait cultiver, ça c'était évident. Cultiver des légumes, alors bien entendu, pas pour une autosuffisance, c'est cultiver des légumes pour apprendre à cultiver des légumes et pour partager une petite soupe en commun, globalement. Alors bien sûr, les courgettes, quand il y en a plein, il y en a assez pour tout le monde. Les courges, c'est énorme, et il y en a assez pour tout le monde. Mais les petits pois, c'est sûr que ça faisait un petit bol de petits pois pour le soir. Bon, ceux qui étaient présents pouvaient se servir, ceux qui étaient absents n'étaient pas là. Voilà. Ouais. Et puis, ils auront autre chose. Mais il y avait ça, il y avait l'aspect agrément avec les fleurs, faire un endroit où il est bon de s'arrêter, de faire une pause, de lire, de faire de la musique. On a quelques personnes qui ont fait des petits événements musicaux. Chouette. Parce qu'ils savaient jouer des instruments. Donc, les légumes ont grandi en musique par moment. Donc, c'était vraiment chouette. Et donc, voilà, il y avait toute cette dynamique-là de qu'est-ce qu'on faisait. Et puis, on s'est posé la question, est-ce qu'on met des poules? Eh oui, les poules. Alors, est-ce qu'on met des animaux dans ce jardin? Bon, finalement, c'était assez compliqué quand même de gérer un collectif et de faire pousser les légumes correctement sans qu'il y ait trop de difficultés, parce que chacun faisait un peu ce qu'il voulait, et il fallait que ça reste quand même coordonné pour que ça fasse quelque chose de correct. Même si on fait confiance à la nature pour nous donner des choses satisfaisantes, il fallait quand même un peu aider la nature et pas lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, on a arrêté l'idée de mettre des poules et d'avoir des œufs pour notre jardin. Avec tout ce qu'on a mis, c'était des œufs de Pâques. Et c'est déjà pas mal, parce que j'imagine, c'est vrai que des poules, bon, quand c'est un peu l'anarchie sur les plantes, ça pousse pas, c'est compliqué. Bon, voilà, ça peut être frustrant. Mais une poule, si quelqu'un compte sur l'autre pour aller la nourrir, pour aller chercher l'œuf, etc., et
et que c'est un cercle, chacun compte sur les autres et finalement personne n'est allé nourrir la poule, etc. Soit il y en a un qui prend la responsabilité et donc bon, c'est sa responsabilité, c'est pas facile. Ou alors, du coup, les poules peuvent en pâtir. Et là, une poule qui est malade ou qui meurt, voilà, c'est pas la même chose qu'un plant de tomate. Exactement. Exactement. Et là, ça soulève une question fondamentale. C'est, comme tu l'as dit, si quelqu'un prend la responsabilité de s'occuper de quelque chose dans le jardin, il faut qu'il le fasse jusqu'au bout. Et ça, c'était pas évident dans le cadre du jardin partagé, parce que on a eu beaucoup de personnes qui avaient envie de planter des légumes, on va dire, qui avaient envie, je sais pas moi, de mettre des radis. Ouais. Donc ils plantaient leurs radis. Et puis après, ils oubliaient un petit peu que les radis avaient été plantés, plus personne ne les arrosait, et finalement, il n'y a rien qui est sorti. Voilà. Et donc, il a fallu aussi apprendre à être rigoureux et à être constant dans ce qu'on voulait. C'est-à-dire apprendre que quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas juste être à l'initiative et lancer les choses, mais par contre, c'est tenir le temps de la nature, réapprendre le temps de la nature. On vit dans une société d'immédiateté. Oui. Où quand on veut quelque chose, tac, 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 on pianote, et puis on a un livreur, quelle que soit son origine d'entreprise, qui vient ramener. Et puis encore, on fait des abonnements pour que ça arrive en moins de 24 heures. Donc, on n'a plus du tout le lien entre ce qu'on veut et ce qui va se passer. Et le jardin nous a réappris ça, à beaucoup, de dire, voilà, on fait quelque chose, et puis à ce moment-là, on va avoir le temps de voir la chose se concrétiser. Et je pense que ça a amené presque un aspect méditatif dans le jardin et dans la pratique du jardinage. Ouais, ça permet aussi d'avoir un respect pour tous ces gens, ces agriculteurs qui font un travail monstre pour que le jeudi matin on puisse aller chercher notre panier bio qui est livré tous les jours sur la place X à côté de chez nous. Comme tu disais, on est livré, on prend notre poche, on a tous nos beaux légumes et les gens se rendent pas forcément compte de tout le travail, de toute l'exigence qu'il y a derrière pour les faire pousser. Et là, ce jardin-là, tout le quartier a pu voir le travail que c'était, que voilà, quand on veut manger des radis, c'est pas juste aller au supermarché, c'est qu'il y a derrière, il y a quelqu'un qui les a plantés, qui les a arrosés, qui a été très rigoureux, qui les a fait pousser pour nous. Et donc, on a une espèce de respect ensuite peut-être pour la nourriture et pour éviter le gaspillage, etc. Oui, oui, oui. Et puis également, dans la même dynamique, c'est accepter un légume pas beau, un légume qui a grandi. Alors, dans le jardin, c'était sûr qu'on faisait du bio. Alors bon, il y a bien quelques gaz d'échappement en ville, et ça peut freiner un petit peu notre bio. Mais par contre, il était clair qu'on mettait notre compost, qu'on ne mettait pas de produits phytosanitaires, éventuellement un peu de bouillie bordelaise, mais c'était très discuté. Il y avait des tensions par rapport à cette bouillie bordelaise. Voilà, on utilisait les orties pour protéger les pieds de tomates. Enfin, voilà, on a aussi appris à cultiver des choses les unes avec les autres pour qu'elles se grandissent ensemble et qu'elles se protègent l'une l'autre. Et puis, malgré tout, on avait des légumes qui parfois étaient magnifiques et parfois ils n'étaient pas beaux, avec des trous, avec des machins, etc., mais qu'on avait fait pousser avec amour et qu'on allait manger avec amour aussi. Oui. Et maintenant, quand on fait notre marché et que la carotte, elle n'est pas très belle, on se dit, finalement, elle est peut-être plus naturelle, cette carotte-là, que la belle carotte tube, bien orange, un peu vive, qu'on va trouver au supermarché. C'est ça, toute propre, avec pas de terre. On se demande dans quoi elle a poussé. C'est vrai. Est-ce que tu aurais aimé avoir un conseil avant de lancer cette chose? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant de lancer ce collectif avec les difficultés, même si elles ont été légères, mais avant de commencer? Il y aurait quelque chose que tu aurais aimé savoir? Alors, pas vraiment de conseil. Je pense que ce qui parfois a été difficile,
ça a été de voir plutôt les personnes qui freinaient en disant mais ça marchera jamais. Cette idée-là de ça marchera jamais. Non mais tu te rends compte, plusieurs à cultiver dans un même jardin, vous allez vous prendre le bec, vous n'allez pas être d'accord, etc. Et donc il y a beaucoup de gens, même dans ma propre famille, qui disaient mais tu te rends pas du tout compte dans quoi tu t'engages. Un jardin c'est pas si facile que ça. Donc, dans l'idée du conseil, ça aurait été de dire, écoute, je te conseille de faire bien attention parce que tu t'engages dans quelque chose d'un peu difficile. Le jardin, il faut avoir une présence, une constance. Peut-être ce conseil-là aurait été utile, mais ne m'aurait pas fait changer d'avis. Mais surtout, éviter les conseils, je dirais. Parce qu'on m'a conseillé tellement de choses qu'à la fin, on se disait, mais on ne va jamais pouvoir y arriver parce qu'il y a tellement de façons différentes d'entrevoir le jardin, d'entrevoir la façon de jardiner, entre ceux qui ont besoin de belles rangées avec les petits pois, il faut les planter à 2 centimètres parce que sinon, etc. D'autres qui vont plutôt avoir des conseils très, très précis du type « Ah oui, mais alors la serpolette, ça se cultive à côté du thym et pas l'inverse, machin, etc. » qu'à la fin, on est perdu. Donc, je dirais presque ne donnez pas de conseils et participez. Et c'est ce que je disais aux gens qui voulaient me donner trop de conseils. Je leur disais, mais venez nous montrer, participez au jardin. Et finalement, ceux qui l'ont fait, d'ailleurs, ont été très contents parce qu'ils ont pu donner leurs conseils. Ça a été pratique, pragmatique. Et puis, ils ont aidé le jardin à grandir. Alors que d'autres ont donné beaucoup de conseils, mais dès qu'il fallait mettre la main à la pâte, ils n'étaient plus là. Et puis, finalement, leurs conseils n'ont pas forcément été suivis. Ou alors, quand ils étaient suivis, finalement, ils n'étaient pas si bons que ça. D'accord. Bah oui, c'est un peu pareil pour tout le monde. À chaque fois qu'on a un projet, si on écoute trop les gens, on fait jamais rien parce que voilà, on nous met des bâtons dans les roues. Alors que finalement, quand on se lance, quand on a envie de quelque chose, qu'on se renseigne, qu'on se donne les moyens, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et donc, tu as bien fait de te lancer. La preuve en est qu'aujourd'hui, le jardin marche très fort encore aujourd'hui. Ah oui, le jardin est magnifique. Si on pouvait avoir un peu de temps, je te le décrirais, mais ce serait vraiment très long parce qu'il est magnifique. Il y a plein de choses maintenant. Il y a bien sûr des fleurs de toutes les couleurs actuellement. C'est le printemps, ça renaît. Il y a des petits légumes qui commencent à pousser déjà. Il y a des grandes plages avec du foin pour protéger la terre pendant l'hiver. Et on voit émerger de ce foin les premières brindilles vertes qui commencent à donner des feuilles et on voit la nature reprendre. D'accord. Il y a des arbres fruitiers, des petits arbres fruitiers, puisqu'on n'a pas droit aux arbres remarquables, mais on a des petits arbres fruitiers, on a un pêcher, un pommier, un poirier, il y a une belle spirale aux aromates. Donc une spirale avec des pierres et dedans il y a plein d'aromates qui poussent différents. C'est très sympa quand on va au jardin et qu'on prélève 2-3 petits trucs pour agrémenter le repas du soir. C'est vraiment sympa. Il y a une zone un peu en friche comme ça où les enfants peuvent aller s'amuser, creuser, trouver des vers de terre. Voilà. Donc le jardin est magnifique et surtout c'est un jardin de quartier, c'est-à-dire que tout le monde peut voir. Ça aussi c'est important. Même ceux qui ne participent pas au jardin, qui habitent dans ce quartier, depuis leur fenêtre, le matin, ils ont une explosion de couleurs, de la verdure, et même l'hiver, le jardin reste vivant et reste avec des choses qui poussent, qui sont là, etc. Donc, c'est un vrai petit bout de campagne en plein milieu des bâtiments, des immeubles en fait. Vous avez réussi à créer ce petit bout de campagne dont les gens peuvent apprécier la vue, que ce soit de leur balcon ou descendre directement pour venir en profiter et le mettre dans son assiette. Donc ça, c'est vraiment une belle initiative qui a trouvé preneur et qui a vraiment trouvé sa place au sein du quartier. C'est vraiment chouette. Bravo. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, ça agrémente mon rêve parce que voilà, moi, mon rêve profond, mon rêve secret entre guillemets, mais que je délivre aujourd'hui, c'est une ville campagne. Un jour peut-être viendra où on n'aura plus de véhicules pour chacun, où on pourra partager des véhicules. Ça se fait déjà, hein, il y a des associations qui le font.
Et puis, les routes, les trottoirs seront libérés de ces véhicules qui restent là pendant des heures stationnés. Et à la place de ce béton et de ce macadam, on mettrait des allées vertes. Et dans ces allées vertes, on pourrait cultiver. Et on marcherait dans nos petits quartiers. Il y aurait quelques grandes artères où il y a besoin de faire du passage. On a encore besoin de passer en vélo triporteur pour ramener les affaires dans les biocops. Mais par contre, dans les petites rues de quartier, les petites rues secondaires, on pourrait enlever les voitures, mettre de la terre, cultiver, et ce serait beau. On aurait la campagne au pied de l'immeuble. Ah ben, écoute, moi je rêve que de ça aussi, mais je pense on est dans une belle ville où ça fait son petit chemin, je pense quand même. Il y a eu beaucoup d'arbres de plantés récemment. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont mises en place dans tous les quartiers de Strasbourg. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Et est-ce que tu aurais, pour finaliser ce podcast, une petite citation ou une petite anecdote, quelque chose pour clôturer? Ça va pas être une citation, ça va être une chanson. Alors, je vais pas te la chanter parce que Dommage. ça va être sympa pour le jardin, il va pleuvoir, mais ça va peut-être moins sympa pour ceux qui sont à vélo. Et cette chanson, c'est Un jardin extraordinaire de Charles Trenet. Alors, je sais pas si tu pourras la mettre à la fin de ton podcast, mais en tout cas, j'adore cette chanson parce que à la fin de la chanson, il dit que pour ceux qui veulent savoir où ce jardin extraordinaire se trouve, il est au cœur de la chanson, je dirais au cœur du cœur. Et pour le voir, il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et je trouve que ça répond tout à fait à cette dynamique de jardin partagé, de vie ensemble, et puis d'imagination. Eh ben, c'est parfait. Rien d'autre à rajouter. C'est une belle chanson en effet, et je pense que tu as tout dit. En tout cas, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Ça m'a fait plaisir de partager avec toi ce petit bout de campagne. Et j'espère venir rapidement voir ce petit bout de campagne, le tien, au milieu de ton quartier, pour voir ce que ça donne, parce que tu m'as donné très envie. Et je pense que tu as donné envie aux auditeurs. Donc, si jamais il y a des Strasbourgeois qui écoutent ce podcast, je mettrai en description le lien et l'adresse du jardin, qui s'appelle d'ailleurs? Il s'appelle Le Chou de Bruxelles. Et voilà. Et pourquoi le chou de Bruxelles? Alors, pour une raison très simple, c'est que parfois l'imagination vient à manquer, ou alors les choses simples sont les choses les plus sympas, et qu'il se trouve rue de Bruxelles. Eh ben voilà, parfait. Eh bien écoute Pierre, je te remercie beaucoup, et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi pour ce joli podcast que j'ai écouté avec plaisir déjà auparavant, et maintenant j'en fais partie. Merci, à bientôt. Salut! Cet épisode t'a plu? Tu en veux plus? Tu souhaites partager ton expérience? Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et de mettre un pouce ou 5 étoiles. À très bientôt pour à nouveau partager un petit bout de campagne.